Bonjour à toutes et à tous. Comme Adrien l'a dit, je suis Corentin Junot, je travaille au système d'information du territoire neuchâtelois. Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'IDAR, je suis là pour vous parler de forêt, des inventaires des essences des arbres que l'on peut faire automatiquement avec du LIDAR aérien. J'aimerais aussi pouvoir vous convaincre que dans ces modèles d'intelligence artificielle dont on parle beaucoup aujourd'hui, une des grandes problématiques, et souvent la problématique qui permet de passer d'un modèle qui fonctionne pas très bien à un modèle qui fonctionne vraiment, se trouve souvent dans la donnée elle-même. Donc par essence des arbres, ce que je vais entendre aujourd'hui, c'est les espèces des arbres au sens large, donc aussi bien des érables que par exemple de l'érable sycomore, plus spécifique. Donc les essences, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? La première... Là, voilà. Ici, on voit un exemple du modèle qu'on va pouvoir discuter aujourd'hui. Les essences, donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux essences des arbres? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que les forêts doivent s'adapter au changement climatique et il a été montré que les forêts, pour pouvoir s'adapter correctement à ce changement, doivent être les plus diversifiées possibles. On a besoin d'une grande variété d'essences. On a également besoin d'une grande variété d'essences pour que les forêts soient résilientes aux différentes perturbations auxquelles elles sont soumises. Ça peut être des sécheresses, ça peut être des tempêtes, ça peut être des insectes. Et puis finalement, il y a une question de valorisation économique. Différentes essences ont différents types de bois qui ont différentes valeurs, et donc cartographier les essences, c'est également cartographier la valeur de la forêt. C'est pour ça que c'est une des informations de base de tous les inventaires forestiers aujourd'hui. Ces inventaires forestiers, ils sont bien souvent faits manuellement par des experts qui doivent se rendre sur le terrain pour inventorier arbre par arbre leurs caractéristiques. Et donc évidemment, c'est un processus qui est coûteux, c'est un processus qui est laborieux, et puis ça ne peut pas être fait sur de larges zones, pas à l'échelle d'un canton tout entier. Et en plus, c'est des inventaires qui ne peuvent pas être faits fréquemment. À Neuchâtel, typiquement, les parcelles sont inventoriées tous les 10 ans ou tous les 25 ans. Donc on aimerait avoir des outils qui nous permettent de venir en complément de ces inventaires manuels. Et on peut penser aux photos aériennes, pour lesquelles il existe aujourd'hui beaucoup d'outils et qui fournissent souvent des détections satisfaisantes. Par exemple, ici, on voit une étude qui a été faite en Autriche où les différents types de peuplement ont été classifiés avec des classifications par groupe d'essences qui sont faites à partir de données satellites. C'est une étude qui est très intéressante, mais qui ne montre pas toute la diversité des essences au sein même des peuplements forestiers. Ça reste une étude à très large échelle qui n'est pas suffisante pour les besoins des forestiers suisses aujourd'hui. En plus, les orthophotos sur des modèles qui pourraient être plus précis ont des problèmes. Par exemple, des problèmes d'ombrage ou différents problèmes de luminosité. On a également des problèmes de tuilage quand on doit joindre deux orthophotos qui sont pris à des moments différents. On a également des problèmes de généralisation des modèles. Ici, vous avez 5 images d'exactement la même zone, mais prises à des moments différents. Et on remarque à quel point la forêt évolue rapidement à travers le temps. Un modèle qui serait entraîné sur une de ces images ne peut donc pas être généralisé correctement sur d'autres images. Et ça diminuerait l'intérêt d'un tel modèle. Et finalement, on a des problèmes de perspective. Vous voyez en haut de cette slide une ligne de chemin de fer que je n'aurais vraiment pas envie d'emprunter et qui est bien entendu déformée à cause de l'acquisition de la photo qui n'est jamais parfaite. Et puis on a des problèmes de perspective. Les positions des arbres sont notées par des croix rouges sur l'image du bas. Et on remarque qu'en haut de l'image, les arbres sont décalés vers le bas. Et en bas de l'image, les arbres sont décalés vers le haut. Et il n'y a pas de solution facile qui nous permet de corriger ces différents problèmes. Ça existe un peu pour les bâtiments, mais ça ne fournit pas des résultats qui sont suffisants pour les forêts aujourd'hui. Donc on aimerait trouver une solution qui nous permette de quand même déterminer ces essences des arbres et qui n'aient pas ces problèmes. Et je pense que vous l'avez deviné, je vais vous parler de l'IDAR. Il y a plein de solutions qui existent pour ça, mais elles ont toutes quelques problèmes avec les forêts suisses. Souvent, ces solutions, elles sont faites avec du LIDAR terrestre. Donc du LIDAR terrestre, c'est un capteur qui est posé sur un trépied en forêt, et donc forcément, on perd cette volonté de pouvoir couvrir de grandes surfaces. C'est également des études souvent qui montrent des forêts qui sont peu denses, peu étagées, souvent des forêts plantées avec des arbres qui sont un peu tous similaires. Et évidemment, avec la variété des arbres qu'on a la chance d'avoir dans nos forêts, ça limite la qualité de ces méthodes. Et finalement, souvent, on s'intéresse à différencier un petit nombre d'essences, surtout dans les pays où les forêts ne sont pas si diversifiées qu'en Suisse. Mais en Suisse, on a souvent une vingtaine, voire plus d'essences dans nos forêts, ce qui rend la tâche encore plus complexe. C'est pour ça qu'il y a peu d'études qui sont directement applicables et d'outils qui existent pour pouvoir être appliqués à la forêt suisse.
C'est pour ça qu'à Neuchâtel, on a voulu développer notre propre solution qui fonctionne avec du lidar aérien uniquement, qui puisse satisfaire à la fois les problématiques de nos forêts en termes de complexité et également en termes du nombre d'essences qu'on peut y trouver. Et on aimerait pouvoir faire ça à l'échelle des arbres individuels, c'est-à-dire arbre par arbre, et si possible en plus avoir un modèle qui soit généralisable, c'est-à-dire qui puisse fonctionner sur différentes acquisitions lidar. Donc le lidar, pour un bref rappel sur ce que c'est et en quoi ça consiste, ici on parle de lidar aérien, où un capteur est placé sur un avion qui envoie des faisceaux laser sur le sol et qui écoute le retour, le rebond de ces rayons. Et à partir de ce rebond, on peut déterminer un point en 3 dimensions dans l'espace, et en scannant une large surface, on peut créer ce qu'on appelle un nuage de points, comme vous avez sur l'image ici. Et puis, pour des structures qui sont complexes, un faisceau lidar peut faire plusieurs échos, plusieurs retours. Et donc, chacun de ces retours donnera un point dans le nuage de points. Une métrique, en plus de la 3 dimensions de ces points qui est importante, c'est la force avec laquelle le lidar revient vers le capteur, ce qu'on appelle l'intensité de retour. Et sur du sol qui est dur, l'intensité sera généralement forte, alors que sur de la végétation qui a tendance à absorber les rayons lumineux, la végétation va absorber plus fortement ces rayons et différemment selon le type de végétation. C'est pour ça qu'elle a une intensité de retour plus faible sur cette image, mais on comprend aussi que cela varie avec la végétation et que c'est une métrique très intéressante pour la différenciation des essences d'arbres. En termes de données lidar que nous possédons, nous avons donc récupéré les données lidar de Suisse Topo qui ont été publiées cette année pour le nord-est de la Suisse, qui sont d'une densité de 15 à 50 points par mètre carré. Nous avons également les données lidar de Genève en 2023 et de Neuchâtel en 2022 et en 2025, qui sont des relevés à très haute densité pour du lidar aérien, où on dépasse les 100 points par mètre carré. On a des données lidar, c'est une bonne chose, il nous faut également des inventaires d'arbres. En termes d'inventaire d'arbres, nous en avons aussi plusieurs. Nous avons ceux qui sont réalisés par les forêts, le service des forêts neuchâtelois, qui couvre donc des arbres en forêt dans le canton de Neuchâtel. On en a un très grand nombre. On a également ajouté à ces données quelques données venant de l'inventaire forestier national sur le canton de Neuchâtel et quelques inventaires plus spécifiques en dehors du canton. Nous avons également un très grand nombre d'arbres qui sont positionnés et référencés par les villes. Plusieurs villes en Suisse qui ont pu nous fournir des jeux de données qui comportent des arbres urbains. Tous ces acteurs-là, on les remercie chaleureusement pour les données d'une extrêmement grande qualité qu'ils ont pu nous fournir. C'est clairement là que tient la qualité des modèles qu'on peut produire avec ces données. C'est un travail énorme de référencer une telle quantité d'arbres, et donc c'est une chance qu'on a de pouvoir accéder à ces données. Donc vous voyez que j'ai séparé en données forêt et urbaines, c'est parce que les données lidar des forêts et les données lidar en milieu urbain sont très différentes. En milieu forestier, on a des arbres qui sont beaucoup plus grands, qui ont beaucoup plus de points, qui sont beaucoup plus serrés, et en milieu urbain, on a des arbres qui sont plus petits, moins de points lidar, et qui ont grandi d'une manière spécifique. Ils sont parfois plantés, ils sont parfois taillés, et puis ils grandissent dans un milieu qui fait que leur structure va être différente. C'est donc un défi de créer des modèles qui puissent gérer les deux types de données. En plus de ça, les données sont extrêmement hétérogènes. On voit sur cette slide un graphe du nombre d'arbres par essence dans nos données d'entraînement, et on voit qu'un petit nombre d'essences remporte la quasi-totalité du nombre d'arbres. Et donc, quand on a affaire à des données qui sont très biaisées comme ça, il faut trouver des méthodes pour réduire l'influence des données qui sont surreprésentées et diminuer l'importance de ces données qui sont sous-représentées, parce qu'on aimerait un modèle qui classifie aussi bien toutes les essences d'arbres, peu importe leur nombre dans les données d'entraînement. Pour parler un petit peu de notre modèle, donc notre modèle travaille avec le nuage de points, mais pas directement. La première étape que l'on fait, c'est une étape de pré-processing où l'on va transformer ce nuage de points en différentes vignettes. On va donc couper des tranches dans le nuage de points, 3 coupes pour être précis, et une vue du dessus. Et on va les prendre en termes de densité et en termes d'intensité de retour des points. Ça nous génère donc pour chacun des arbres 8 images en 2 dimensions, de 128 pixels par 128 pixels, et c'est ces images-là qui vont être données à notre modèle en entraînement. Si vous avez bien écouté ce matin la très bonne présentation, vous aurez reconnu un modèle donc, de type classification. Donc, c'est un problème de classification que nous avons à faire ici, qui à partir des images, on va entraîner notre modèle qui va produire un label, donc déterminer quel est l'arbre, l'essence de l'arbre qui se trouve sur l'image. On a un apprentissage de type supervisé, c'est-à-dire que pour chacune des prédictions, au début, le modèle est initialisé un peu au hasard, et puis pour chacune des prédictions, on calcule l'erreur que le modèle a fait. Et puis ensuite, on va avoir un mécanisme de correction de cette erreur où on va rendre le modèle un petit peu moins faux. Et on va répéter cette opération un très grand nombre de fois, avec un très grand nombre d'images. Et au bout d'un moment, le modèle sera devenu tellement moins faux qu'il en sera devenu satisfaisant.
Pour parler un petit peu plus de ce qu'on a mis dans ce modèle, c'est un modèle qui est basé sur des couches de convolution, donc les fameuses CNN, dont on entend parler souvent, qui ont montré de très bons résultats dans tout un tas d'applications différentes. C'est un modèle qui est relativement petit comparé aux grands modèles d'intelligence artificielle dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Il comporte environ 2 millions de paramètres et ça lui permet de fonctionner sur une machine de bureau et d'être entraîné en quelques heures, ici environ une dizaine d'heures. C'est un modèle qui est relativement sobre du point de vue de sa consommation énergétique et qui est également facilement adaptable. On peut en créer plusieurs versions pour différents ensembles de données et pour différents ensembles d'essences qui peuvent être prédites. Donc quand on met dans ce modèle nos données principalement forestières, on obtient le résultat suivant. On a ici 24 essences différentes parmi les plus présentes dans le canton de Neuchâtel. Et on remarque que le modèle se comporte plutôt bien puisqu'il a une prédiction correcte 77% du temps. Et c'est un résultat en moyenne parce qu'on remarque que les essences qui sont résineuses, donc ici je crois qu'on ne voit pas très bien les couleurs, mais les essences qui sont plutôt en verte sur cette image sont des essences qui sont résineuses, on voit qu'elles sont meilleures, et les essences qui sont plutôt en brun sont les essences feuillues qui montrent donc des performances un petit peu en dessous. Le modèle, en plus de prédire l'essence de chaque arbre, il va également prédire un score de confiance, entre guillemets, qui va entre 0 et 1. Et donc, on peut aussi filtrer les résultats en fonction de ce score de confiance. Donc, si on s'autorise à tricher un petit peu et à ne pas classifier tous les arbres, on peut augmenter significativement les prédictions de notre modèle, ici jusqu'à 86%, en acceptant de retirer un peu moins d'un quart des arbres pour lesquels le modèle ne se prononcera pas. Évidemment, ce seuil est réglable suivant le trade-off qu'on veut faire entre nombre d'arbres classifiés et qualité de la prédiction. Lorsqu'on va entraîner ce modèle avec d'autres types de données, des données forestières et urbaines, on peut obtenir le résultat suivant, où là on a classifié 34 essences différentes avec un taux de détection correct de 80%. Et vous avez sur cette slide la matrice de confusion qui vous montre donc pour chaque essence à quel point est-ce que le modèle a bien reconnu l'essence et là et avec quoi le modèle s'est trompé. Ce qu'il faut retenir de cette grande matrice, c'est que la diagonale est relativement homogène. Donc on voit qu'il n'y a pas une essence où le modèle s'est particulièrement trompé, où le modèle n'a complètement raté l'apprentissage. On est relativement bon sur un peu toutes les essences. Ensuite, donc évidemment, quand on a de tels modèles, on aimerait pouvoir faire des inférences sur de grandes surfaces. Et c'est ce que nous avons fait. Grâce à un autre algorithme d'intelligence artificielle, développé aussi au SITN par mon collègue Mathieu Parcan, il a pu segmenter tous les arbres du canton de Neuchâtel, c'est-à-dire détacher du nuage de points chaque arbre. Et puis ensuite, avec ces modèles, on a pu en inférer l'essence pour chaque arbre et nous avons pu produire une carte donc, de l'entièreté du canton de Neuchâtel qui montre la répartition des essences sur notre territoire. C'est la première fois qu'on pouvait produire une carte à cette échelle de toutes les essences du canton. Évidemment, vu que la prédiction est faite arbre par arbre, on peut aussi analyser la répartition des essences à un niveau de détail très élevé. Et donc, on peut apprécier toute la complexité que révèlent les forêts quand on relève chaque arbre. On voit des forêts qui sont très mélangées, très complexes, où le mélange des essences prend vraiment des formes qui sont très intéressantes. Et en plus, ça produit des cartes colorées qui sont très jolies. En plus de cette inspection visuelle qu'on peut faire, on peut également dire quelques mots sur ce qui est important dans ces modèles et ce qui fait que ces modèles fonctionnent bien. Donc, pour analyser, on a dit que certaines essences, on le remarque, sont plus faciles à déterminer que d'autres. On remarque notamment les essences résineuses qui sont bien plus faciles à différencier que les essences feuillues. C'est dû à plusieurs facteurs, notamment le fait que le nuage de points lidar soit acquis sans feuilles. C'est des points lidar qui ont été acquis en hiver. Donc évidemment, sans feuilles, c'est un petit peu plus difficile. On a également une quantité de données d'entraînement qui manque un petit peu pour certaines essences. On aurait peut-être un modèle un petit peu meilleur si on avait un peu plus de données pour certaines classes. Et puis finalement, la structure et la dimension des arbres est également importante. Certaines essences ont des caractéristiques particulières qui permettent simplement, naturellement, de mieux les différencier que d'autres. Une chose qui est aussi extrêmement importante, ce sont les données d'entraînement. La précision des données, elle est vraiment cruciale. On voit sur cette slide à gauche un modèle de surface sur lequel on a positionné manuellement les sommets de chaque arbre et ces données donnent d'excellents résultats avec nos modèles. Par contre, sur la slide l'image de droite, eh bien, on a des sommets d'arbres qui ont été relevés probablement au GPS sans correction manuelle et qui sont donc un petit peu plus aléatoires. Et ces données-là eh bien, posent beaucoup plus de problèmes pour l'apprentissage des modèles.
En plus des données d'entraînement, il y a également la qualité du lidar qui est très importante. D'abord, évidemment, dans certaines métriques, il y a la métrique de la densité. Vous voyez ici un graphe que l'on a fait il y a déjà quelques temps avec d'anciennes versions de notre modèle, mais dont les conclusions sont toujours valides, qui montre qu'à peu près autour de 30 points par mètre carré se situe un seuil, en dessous duquel la différenciation est difficile, et en dessus duquel elle devient plutôt facilement faisable, et elle ne cesse d'augmenter avec la densité du nuage de points. Évidemment, ça varie un petit peu avec le nombre d'essences et la difficulté des essences que l'on veut déterminer. Mais ce n'est pas le seul paramètre, cette densité, qui est importante. La hauteur de vol est également très importante, puisqu'un avion qui volera plus bas aura un faisceau lidar qui va plus pénétrer la canopée et qui va donc faire ressortir plus de points qui nous renseignent sur la structure des arbres. On a également, comme je le disais, l'intensité de retour. C'est très important qu'elle soit traitée et normalisée correctement, parce que c'est un des facteurs majeurs pour différencier des métriques de la végétation. Ici, vous voyez un nuage de points que nous avons colorisé uniquement en fonction de l'intensité de retour, et on distingue déjà très clairement les arbres feuillus en bleu des arbres résineux qui sont en vert orangé. Une autre métrique qui est très importante, c'est le nombre de lignes de vol. Sur cette image, vous voyez des bandes horizontales plus claires. Ces bandes horizontales plus claires correspondent à des endroits où les lignes de vol ne se chevauchent pas, enfin où la largeur des lignes de vol ne se chevauche pas, et donc la densité des points à ces endroits est 2 fois inférieure au reste de l'image. Et forcément, ça biaise le modèle à l'entraînement, et ça fait que la prédiction est beaucoup moins bonne dans ces zones. Finalement, chose intéressante, les patterns de scan sont aussi importants. Les patterns de scan, c'est la forme que prennent les points lorsqu'ils sont mis sur le sol. Et en fait, on s'est rendu compte que le modèle avait tendance à apprendre ces patterns de scan spécifiquement et à reconnaître d'où viennent les arbres en fonction de ces patterns de scan et pas en fonction de leur essence, ce qui le biaise fortement. C'est ce qu'on appelle une variable confondante. Et donc, il faut trouver des techniques pour éviter que ce soit le cas et s'assurer que le modèle apprenne bien ce que l'on veut qu'il apprenne. Donc pour résumer, finalement, on a un modèle qui nous permet de faire des analyses à l'échelle locale de la distribution des essences des arbres. Cela permet de venir en complément et en aide aux inventaires de terrain. Ça n'a absolument pas comme but de les remplacer, bien au contraire, ça vient comme un outil supplémentaire que les personnes travaillant en forêt peuvent utiliser et qui est à leur disposition. Et puis il permet aussi de faire des analyses à grande échelle que nous ne pouvions pas faire avant, simplement parce que ça nécessitait trop de temps ou trop d'efforts. Et finalement, c'est un modèle qui permettra de suivre l'évolution des essences dans le temps, au fur et à mesure que nous pourrons avoir de nouvelles acquisitions LIDAR. Finalement, quelques perspectives pour conclure. Évidemment qu'on souhaite toujours différencier davantage d'essences, on n'en a jamais trop. Et on arrive à un stade où, pour que le modèle puisse être généralisé correctement, nous avons besoin de plus d'inventaires, aussi plus d'inventaires qui se trouvent hors du canton de Neuchâtel. Donc si jamais vous êtes au courant de tels inventaires, on serait très intéressé à discuter et aussi à collaborer avec vous si vous êtes intéressé par ces sujets pour rendre le modèle toujours plus généralisable. Évidemment, il y a des choses qu'on n'a pas pu prendre en compte. Typiquement, c'est le cas du sous-bois. On n'a pas du tout mentionné ça. On s'est intéressé qu'à l'étage supérieur de végétation, la canopée. Mais en fait, le sous-bois est très intéressant lui aussi et pourrait être un sujet d'étude en soi. Et puis, finalement, avec ces résultats, on peut commencer à imaginer pouvoir faire une prédiction à l'échelle nationale avec les données de SwissTopo. C'est encore quelque chose qui n'est pas encore fait. On est en train de travailler à voir si c'est possible de le faire. Mais au vu des résultats, on pourrait avoir peut-être un modèle un petit peu moins performant ou qui différencie un petit peu moins de classes, mais qui serait applicable avec le jeu de données que SwissTopo est en train d'acquérir sur l'ensemble de la Suisse. Donc voilà, j'en ai bientôt terminé avec ma présentation. N'hésitez pas à me poser des questions aussi durant tout le reste de la journée. Je suis volontiers à votre disposition pour répondre à toutes questions. Vous pouvez aussi nous écrire par mail à l'adresse qui figure sur cette slide. Et puis, dans à peu près 1 an, on organise aussi pour les personnes qui sont amatrices de LIDAR et de ces thématiques, le prochain Swiss LIDAR Day, le 10 novembre 2026, au Cube à Morges. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention et je peux prendre quelques questions. Merci beaucoup Corentin pour ta belle présentation et ce voyage au cœur des arbres, de la forêt et du lidar. Je te laisse volontiers passer à la slide suivante. Comme ça, on pourra voir les différentes questions qui nous ont été posées. Et je propose de les prendre dans l'ordre. Donc, première question sur la fusion. Travaillez-vous en fusion de capteurs lidar, ortho-RGB, multispectral, hyperspectral pour améliorer l'identification des essences et quelles sources si c'est le cas?
Alors, pour le moment, non, ce n'est pas fait. Nous avons un modèle qui travaille uniquement sur du lidar aérien parce que ça représente déjà un challenge suffisant en soi et nous avons envie d'avoir un modèle qui fonctionne déjà très bien avec du lidar. Mais c'est tout à fait une possibilité. On aura bien évidemment les problèmes que j'ai mentionnés avec les orthophotos et avec le multispectral, voire de l'hyperspectral. Mais pour le moment, ce n'est pas quelque chose qu'on a investigué. Mais il y a déjà des études, il y a plus d'études qui sont faites sur ce thème-là. Donc, si vous avez envie de vous renseigner, il y a foison de littérature scientifique sur le sujet. Une autre question un peu décalée, on revient sur cette thématique des lacs. Hein. Oui, oui. Au sujet du lidar bathymétrique pour les rives, pensez-vous qu'il serait possible d'inventorier les espèces végétales marines à l'aide de ces technologies ? C'est un gros challenge parce que les plantes marines, je le crois, sont plus petites que les arbres. Donc évidemment qu'elles prennent beaucoup moins de points quand on fait d'une acquisition lidar. Donc je pense que là, on serait vraiment dans une densité de points très très faible. Par contre, ce serait peut-être faisable avec d'autres types de capteurs. Si on avait des zones un peu plus restreintes et qu'on faisait du vol par drone ou bien alors des analyses avec des capteurs terrestres, peut-être que là, ça deviendrait envisageable. Ça me fait rebondir sur une question, tu parlais de l'importance de l'intensité pour classifier. Est-ce qu'en bathymétrie, alors j'avoue que je connais moins, je ne suis pas sûr que l'intensité en bathymétrie, elle ait du sens ou non. C'est une bonne question. Alors, en bathymétrie, donc, le lidar qui vraiment est bathymétrique et qui va sous l'eau, c'est du lidar à d'autres longueurs d'onde que celle du lidar classique, qui est normalement dans l'infrarouge. Et donc là, oui, on aura des résultats très différents. Et ça, je ne sais pas si ça permettrait de classifier ou pas, si ça aiderait à classifier des végétaux plutôt marins. On est dans le vert, exactement. Ouais. Voilà. Pour la création du modèle de reconnaissance des arbres, a été développé à 100% par le canton ou avez-vous fait appel à des prestations privées ? C'est un modèle que nous avons développé entièrement nous-mêmes. Nous avons écrit la totalité du code nous-mêmes et créé ce modèle donc, basé sur des CNN par le système d'information du territoire de Châtellerault. J'étais ce matin dans une session sur l'innovation dans l'administration publique. On peut faire de l'innovation dans l'administration publique. On peut le faire et c'est un bel exemple. Et justement, on est intéressé à collaborer avec le plus de partenaires possibles qui sont intéressés par ces thématiques pour justement stimuler l'innovation dans le public. En parlant de partenariat, est-ce que vous avez envisagé, est-ce que c'est des modèles et des données que vous partagez ? Alors, c'est une bonne question. Pour le moment, on n'a pas publié ce modèle ni ces données. On préfère justement contacter les personnes intéressées et établir un lien, plus de discussion en tant que partenaire pour améliorer ces modèles, plutôt que de publier un modèle que les gens ne sauront pas vraiment comment l'utiliser ou quels en sont le fonctionnement. Donc, on préfère plutôt avoir une démarche plus englobante et faire venir les personnes avec nous dans cette démarche. Tout à fait. Je propose de prendre une dernière question qui est intéressante aussi. Est-il possible d'évaluer l'état de santé des boisements ? C'est aussi une métrique très importante qui nous intéresse. On a eu quelques projets justement d'étudiants sur le sujet. C'est quelque chose de très difficile parce qu'on peut le faire relativement bien sur des photos aériennes. Le problème est que les arbres en fait dépérissent souvent assez rapidement, plus rapidement que l'intervalle où on peut prendre des orthophotos. Donc pour ça, on a besoin de données qui sont fréquentes. Et les seules dont on a vraiment accès aujourd'hui, c'est les données satellites, notamment celles de Sentinelle qui sont à 10 mètres de résolution. Et ça devient très compliqué à ce stade-là d'évaluer l'état de santé des arbres. Ce serait éventuellement possible. On n'a pas fait de projet extensif là-dessus, mais ce serait des choses intéressantes à étudier. Par contre, avec le lidar et avec ces données-là, on n'a pas fait d'études spécifiques, mais on a des indices que ce serait possible. Parce qu'une des erreurs de notre modèle, c'est de prédire que beaucoup d'arbres étaient des mélèzes, que les sapins, par exemple, étaient des mélèzes. Et on s'est dit, mais c'est très bizarre que le modèle fasse cette confusion plus que les autres. Et en fait, il faut faire venir des personnes du terrain pour nous dire qu'en fait, les mélèzes sont un arbre un petit peu spécial, c'est un conifère, mais c'est un des seuls conifères qui perd ses aiguilles en hiver. Et donc, quand l'arbre voyait un conifère sans aiguilles, directement, c'était un mélèze. Mais un autre arbre conifère qui aurait perdu ses aiguilles, c'est un arbre qui serait mort. Et donc, il confondait les arbres morts avec des mélèzes. Donc, quelque part dans le modèle, il était quand même capable de reconnaître l'état de santé de certains arbres, mais indirectement. Sur la fréquence temporelle, il faudrait plusieurs vols lidar. Ce serait quoi ton rêve ?
Une fois par an, comme à Genève? Alors, ça encore dépend plus souvent de ce qu'on veut étudier. Si on veut étudier la sécheresse, les arbres sèchent en plusieurs années, souvent parce qu'ils commencent à dépérir petit à petit, et après plusieurs années, eh bien, finalement, ils périclitent malheureusement. Mais par contre, si c'est des insectes, comme par exemple le bostriche, ça peut aller en quelques semaines. Donc ça veut dire que le rêve, ce serait d'avoir une acquisition par semaine. Mais là, je crois que j'en demande un peu beaucoup pour le moment. C'est pour ça qu'on va rester avec Sentinelle.